bienvenue encore. Aujourd'hui, on va vous parler avec Marie-Pierre, ma co-conférencière. Voilà. On va vous parler de ce qui a trait aux violences éducatives ordinaires et à la journée de la non-violence éducative. Donc, c'est quelque chose que peut-être vous connaissez ou pas. En tout cas, vous en avez entendu parler parce qu'il y a quelque temps, il y a une loi qui est passée, il y a eu toute une polémique médiatique autour du sujet. Et donc, voilà, nous en sommes là, nous en sommes à en parler, nous en sommes à le découvrir, à le redécouvrir, à le comprendre aussi. Et là, cette session est là pour vous permettre de comprendre de quoi il s'agit, pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui, et surtout pouvoir vous poser vos questions et savoir voilà, de quoi on parle. C'est vraiment la question. Pour cela, nous allons faire un petit voyage qui se transmet avec ce merveilleux Padlet que vous pouvez voir. La première question qu'on va se poser, c'est la violence éducative ordinaire, qu'est-ce que c'est et quels en sont les effets au niveau de la société? Alors, je suis Julie, voilà, je vous présente ici. Je suis Julie, je suis consultante en éducation positive et en développement personnel et je suis aussi formatrice dans le domaine de l'éducation. Et j'anime cet atelier avec Marie-Pierre qui va prendre à son tour la parole. Bonjour, alors moi c'est Marie-Pierre, je suis également consultante en parentalité et je suis maman depuis 15 ans maintenant. J'ai essayé d'être une maman qui a materné avec le maternage proximal en fait, mes enfants. Et puis aujourd'hui, je suis animatrice dans un relais d'assistante maternelle. Alors, on organise cette session-là avec le concours de Make Sense, qui est là pour faire prendre conscience aux gens sur différents sujets, voilà, faire prendre conscience, permettre aux gens de s'impliquer, mouvements citoyens, des entrepreneurs aussi, des organisations qui viennent pour changer le monde, en fait, en quelque sorte. Et du coup, le sujet de l'éducation s'y prête et le sujet des violences éducatives ordinaires s'y prête énormément. Parce que, effectivement, quand on est sur la question de la violence éducative ordinaire, on touche complètement à la société, à la manière dont ça a abordé, la manière dont c'est vécu depuis des générations et des générations. Et c'est ce qu'on va vous représenter ici. Est-ce que je peux vous poser une petite question déjà? Est-ce que vous connaissez le mot violence éducative ordinaire? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Est-ce que vous souhaitez prendre la parole? Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Ména. Donc, je suis maman d'un petit garçon de 4 ans qui est autiste. C'est pour ça que je ne mets pas la vidéo. Je suis désolée parce que dès qu'il a besoin de moi, j'y vais. Et non, c'est la première fois que j'entends violence éducative ordinaire. Je vous avouerai. Ouais, trois mots assez forts, mis bout à bout, effectivement. Donc, ça m'intrigue et ça m'intéresse. Donc, voilà, c'est pour ça que je me suis inscrite. D'accord. Ok, super. Merci, Ména. Je vous en prie. Bonjour, moi je m'appelle Estelle, j'ai 2 enfants de 10 et 10 ans. Moi je suis un peu tombée dedans depuis le premier confinement et je me suis intéressée au sujet depuis mars de l'année dernière. Et c'est vrai que c'est un sujet qui m'a beaucoup tenue pendant un an. Voilà, je me suis beaucoup renseignée dessus. J'ai participé à pas mal j'ai vu pas mal de vidéos sur le sujet et lu pas mal de livres. Et j'ai même participé à un atelier donc fait par Catherine Dumont-Extremer, la parentalité créative. Donc, il y a des ateliers par une animatrice qui faisait partie de l'équipe du réseau parentalité créative. Ouais, voilà, du réseau, voilà, exactement. Donc, voilà, donc c'est un sujet qui me touche beaucoup, qui n'est pas facile parce que finalement, au quotidien, c'est vraiment pas évident quand on vient de loin, surtout parce que, voilà, quand on a une éducation très traditionnelle, c'est très difficile de changer de paradigme, en fait. Voilà. Donc, voilà, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, mais qui, au quotidien, est très compliqué à mettre en place. Voilà.
Oui, absolument. Ok, merci beaucoup de ce retour. La question que je vais vous poser maintenant, c'est par rapport à cette image-là. Donc, je vous mets en grand, si j'y arrive. Voilà. En un mot, cette photo, qu'est-ce qu'elle vous fait? Qu'est-ce qu'elle vous évoque? De quoi elle parle pour vous? Moi, je dirais le mot peur. Mhm. Dans les conversations, on a Pascaline qui écrit « L'adulte qui culpabilise ». Marie aussi. « Oui. Punition injustifiée ». Ah, je n'avais pas vu quoi. Ok. Punition injustifiée. Intéressant comme sujet. Rapport de force. Ouais, rapport de force, moi aussi j'aurais dit ça, rapport de force et injonction en fait. Voilà. Voilà, et ça c'est ce qu'on fait un peu tous les jours. Ok, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. Bah, pas chez moi, mais dans beaucoup de familles, Ah mais oui, c'est un peu ce qu'on fait tous les jours. il n'y a pas de honte, c'est vrai. On le fait malgré nous. Oui. Ouais. Ok. Super. Il y a encore un commentaire, je crois. Oui, rapport de force déséquilibré du coup. Ok. Et ouais, il y a un peu l'idée de domination. Ok, super. Effectivement, on est là-dessus. On est sur quelque chose de déséquilibré, on est sur quelque chose qu'on fait naturellement, mais qui pourtant est déséquilibré. Donc, c'est qu'il y a un problème quelque part, parce que je pense que vous êtes d'accord avec moi en disant que nos enfants, on n'a pas envie de leur faire du mal, on n'a pas envie d'être dans quelque chose de délétère, de difficile pour eux. Et pourtant, il y a des choses comme ça qu'on fait naturellement et qui nous semblent normaux finalement. Donc, du coup, ce que je vais vous proposer, c'est déjà de savoir qu'est-ce que la journée de la non-violence éducative, parce que du coup, on vient de parler, on vient de parler de la non-violence éducative, mais je ne vous ai pas expliqué qu'est-ce que c'était que cette journée et qui en était le créateur. Alors, du coup, ça tombe bien, parce qu'on a déjà eu une petite évocation de Catherine Dumontet-Crémer, car effectivement, la journée de la non-violence éducative est née de cette volonté de Catherine Dumontet-Crémer de proposer un temps spécifique dédié à la question. Et aujourd'hui, elle est d'autant plus d'actualité qu'on a une loi qui est sortie l'année dernière, qui se discute, qui évolue et qui fait évoluer du coup la définition de la violence éducative ordinaire. Je précise toujours le mot ordinaire parce qu'elle change absolument toute la donne sur la notion de violence éducative, qui aurait pu être apparentée à maltraitance simplement. Donc, Catherine Dumontet-Crémer est consultante en parentalité. Elle nous a formés, donc moi-même et Marie-Pierre, à la parentalité, justement. Et c'est dans ce cadre-là aussi que nous proposons cette session. Et Catherine Dumontet-Crémer est aussi écrivain. Elle a créé un numéro d'urgence et un magazine pour parler de l'éducation bienveillante. Du coup, la question qu'on se posera maintenant, c'est qu'est-ce que c'est que cette loi du 10 juillet 2019 pour l'interdiction des VEO? Est-ce que vous en avez entendu parler déjà au moment où elle est sortie? Alors, oui, on a entendu parler, mais je pense que c'est passé un petit peu inaperçu. Il y avait d'autres sujets d'actualité à ce moment-là. Moi, je me suis un peu plus informée quand j'ai voulu vraiment savoir un peu ce que c'était que les violences éducatives ordinaires. Et c'est vrai que là, c'est là que je me suis aperçue qu'il y avait une loi qui était vraiment passée, mais c'est vrai qu'elle est passée un peu inaperçue. On en a très peu parlé. Quand elle est passée. On en a parlé avant parce que ça faisait 8 fois sur la fessée, enfin voilà. Voilà. Mais quand elle est passée un peu inaperçue. Exact. Nadia aussi, tu en as entendu parler? Oui, bonsoir. Désolée, je vous rejoins tardivement parce que je suis sur 2 visios. Donc voilà. J'en ai entendu parler également parce qu'effectivement, bon, je travaille au ministère de l'Éducation nationale, donc forcément, ce qui est lié à l'enfance est comment dire, un sujet qui est important dans mon univers professionnel. Et effectivement, comme je monte des formations, ça a fait l'objet en tout cas d'une présentation en formation, notamment sur des classes comme les classes passerelles où la présence des parents
l'accueil des familles dans des endroits où effectivement il pourrait y avoir, entre guillemets, alors je n'aime pas ce mot-là, mais de la maltraitance ou en tout cas une éducation des enfants qui permettrait des gestes, mais pas que. Il y a aussi d'autres milieux où il n'y a pas du tout cela, où on pourrait croire qu'il n'y a pas cela. Or, il y a une forme de violence verbale notamment qui peut s'installer dans les rapports entre les parents et les enfants. Voilà. Ok. Bien, du coup, la violence éducative ordinaire, elle se situe à la frontière. En fait, elle définit, on a la maltraitance physique, morale, qui aujourd'hui a une définition assez claire, mais celle qu'on oublie finalement, c'est les actes de la vie quotidienne, c'est les actes qui sont de la maltraitance, mais de la maltraitance moins pointée du doigt parce que moins visible en fait. Et c'est ça, la violence éducative ordinaire. C'est cette étape entre une relation qui est néfaste pour l'enfant, négative, qui ne va pas l'aider, qui va être délétère, mais qui n'est pas au point d'être vraiment affirmée comme de la maltraitance. Du coup, en fait, c'est cette zone morte qui, du coup, a été mise en avant et qu'aujourd'hui, on essaie de définir pour pouvoir en parler, pour pouvoir en faire quelque chose et la mettre à jour et protéger les enfants et puis nous protéger aussi nous-mêmes, parce que quand on protège un enfant, on protège l'adulte qu'il sera, donc l'adulte que nous aurons autour de nous et l'adulte qu'on a été finalement. L'enfant qu'on a été, pardon. Voilà. Il y avait un commentaire, je crois, qui est arrivé. Oui, Nadia dit et on n'en a pas forcément conscience. Exactement. Et c'est ça le principe de la violence éducative ordinaire, c'est qu'elle se glisse comme ça et qu'elle n'est pas avérée parce que pas définie encore clairement. Elle commence à être définie clairement, cependant, déjà, je vais parler de la loi. Donc, la loi qui a été votée ce 10 juillet 2019, donc après les événements Covid, etc., du coup, on ne l'a pas trop vu passer. Et en fait, l'idée de cette loi, il y a 3 axes. Le premier, c'est apporter un complément à la définition de l'autorité parentale qui figure au Code civil. Donc, on insère la phrase « L'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique ». Donc, ça signifie bien que la notion de maltraitance ici n'est pas abordée comme telle, elle est redite finalement, sans violence physique ou psychologique. C'est-à-dire que le mot maltraitance ne suffirait pas. On a des précisions qui s'ajoutent à l'autorité parentale, en fait, qui vient se glisser dans ce Code civil. L'article 2 de cette loi est là pour, dans l'action sociale des familles, dans le Code de l'action sociale et des familles, précise que cet élément doit être intégré à la formation des assistantes maternelles. Donc, aux côtés d'une initiation au geste de secourisme, à la prévention des violences éducatives ordinaires, ainsi qu'aux spécificités de l'organisation de l'accueil collectif des mineurs, est obligatoire pour exercer la profession d'assistant maternel. Donc, on passe en fait le cap assistant maternel, sachant que le cap, du coup, de l'éducation nationale n'est pas encore vraiment concerné par les textes, à proprement parler. Et le dernier article, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un état des lieux des violences éducatives en France grâce à un rapport qui a été, que le gouvernement a remis au Parlement et évalue les besoins et les moyens nécessaires au renforcement de la politique de sensibilisation, d'accompagnement et de soutien à la parentalité. Donc, 3 axes. Travailler sur le code civil par rapport à l'autorité parentale, travailler sur la partie assistant maternel et travailler sur l'accompagnement à la parentalité. Donc, tout ce qui est, du coup, comme notre métier en tant que consultant en parentalité, Marie-Pierre et moi, par exemple. Donc, la violence éducative ordinaire dans cette loi, c'est l'ensemble des pratiques coercitives et punitives utilisées, tolérées, voire recommandées dans une société pour éduquer les enfants. Elle est faite de violences verbales, tout ce qui est moquerie, propos humiliants, cris, injures, de violences psychologiques, menaces, mensonges, chantage, culpabilisation.
et aussi de violences physiques, gifles, pincements, fessées, secousses, projections, tirage de cheveux, tape sur les oreilles. Ainsi, la VEO vise à faire obéir l'enfant, stopper un comportement, lui faire apprendre quelque chose, s'épargner le regard de l'entourage, soulager l'emportement ou la peur de l'adulte. Donc la VEO, c'est vraiment, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, finalement, c'est des moqueries, des propos humiliants, des petites choses qui s'infiltrent et qui n'ont pas la force de la maltraitance pour qu'on puisse identifier comme telle et agir. Pourtant, elle est importante et elle est reconnue dans les textes. Donc, c'est qu'il y a bien quelque chose. Alors moi, je suis contente de voir que le docteur Catherine Guéguen est citée dans cette interview parce qu'effectivement, c'est une des références pour former les enseignants en maternelle. Après, effectivement, c'est un sujet qui… alors, je vais peut-être donner quand même une explication. Je ne sais pas si je suis la seule à travailler dans le domaine de l'éducation nationale ce soir, mais il faut quand même savoir que les enseignants de maternelle ne sont pas formés à ce genre de texte, de loi pour lequel les formateurs doivent faire une veille, mais il n'y a pas, c'est pas inscrit dans les textes, c'est-à-dire que c'est au bon vouloir du formateur d'en parler ou pas durant son temps de formation, et que principalement les enseignants maternels sont formés sur des fondamentaux depuis maintenant 5 ans. C'est un choix de travailler sur les maths et le français, puisque nous avons des scores à l'international qui sont mauvais. Et donc, mais le problème, c'est que ces choix-là, ils impactent aussi l'efficacité qu'on peut avoir à l'accueil, à favoriser le bien-être, à travailler l'estime de soi pour les enfants, à prendre en compte tout simplement aussi une norme qui n'est pas forcément celle des parents que nous accueillons. Alors la phrase que je dis toujours aux enseignants, c'est « il n'y a pas de mauvais parents ». Il n'y a que des parents qui essaient d'être parents, parce que ça s'apprend, c'est pas simple, c'est même très difficile, et il faut apprendre à suspendre son jugement. Et là-dessus, dans les situations de gestion de conflit, notamment, parce que ça arrive très très tôt, eh bien c'est là où effectivement c'est important de le souligner. Les enseignants font aussi de leur côté, je pense qu'ils peuvent, mais sans formation, on ne peut pas s'attendre. Donc, moi, c'est le genre d'initiative qui m'intéresse volontiers. Est-ce que d'autres personnes souhaitent intervenir par rapport à la vidéo qu'on vient de visionner du coup? Est-ce que vous avez des choses qui remontent? Est-ce que vous connaissez du coup cette Maud Alejandro et le Haut Conseil à l'enfance? Moi, j'aimerais bien intervenir. J'ai appris beaucoup de choses et effectivement, je prends note aussi quand je peux. J'ai essayé de prendre des notes un petit peu au fur et à mesure. Comme la dame Nadia, c'est ça qui vient d'intervenir, je pense qu'elle a tout résumé. Hein. On devient parent. Ouais. Bon, moi, il a 4 ans, donc j'apprends. J'ai appris à devenir parent. Et en plus, moi, j'ai aussi l'handicap qui est là aussi, l'autisme. Donc, je pense que la dame a tout résumé, en fait. On entend, on sait. Après, derrière, on essaie de faire notre maximum. Mais je pense qu'il y a aussi le vécu derrière qu'il faut prendre en compte, autant au niveau coutume, religion et nos expériences personnelles. Voilà, moi, c'est ça. Essayer de faire le tri. Je ne vais pas dire que j'ai eu des mauvais parents. Ils ont fait du mieux qu'ils ont pu, comme eux aussi ont ce qu'ils ont reçu, ils nous l'ont donné. Bon, après, je pense qu'ils ont ajusté aussi. Là, maintenant, moi, je fais la même chose. Ce que j'ai reçu, je le donne à mon fils, mais j'ajuste aussi également. Et je pense qu'au fur et à mesure, c'est ce qu'il faut faire, en fait, mais faire des formations comme vous faites là, beaucoup de lectures et apprendre que, effectivement, la violence, c'est malgré nous. Donc là, l'image qui venait justement, c'était celle-là. On apprend vraiment à être parent quand on devient parent. Et c'est aussi pour ça qu'on a effectivement développé tout un tas de formations et d'accompagnements parentaux, Marie-Pierre et moi, et puis d'autres personnes qui font le même métier que nous. Donc, il y a des choses à savoir sur nos comportements en tant qu'adultes, des choses qu'on peut changer, mais réellement, c'est-à-dire pas simplement… Excusez-moi, mon chat m'embête. Donc, pas simplement par rapport à nos comportements, on va dire, comme s'ils étaient acquis et qu'on ne pouvait pas faire autrement. Au contraire, on peut vraiment changer les choses sans que ce soit
culpabilisant. Voilà, c'est vraiment ça l'idée. Une vraie parentalité, quand on est en démarche, on n'est pas censé se sentir culpabilisé par tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a mal fait, tout ce qu'on pourrait mieux faire. À un moment donné, on a un chemin à faire, il faut simplement s'y mettre et être accueilli là-dedans sans être jugé. C'est vraiment, en tout cas pour Marie-Pierre et moi, notre leitmotiv, c'est vraiment sans jugement qu'on accompagne et qu'on permet à chacun de faire ses prises de conscience à son rythme pour aller vers du mieux-être pour soi et pour ses enfants. Et donc, pour continuer là-dedans, la fessée, ça ne fait pas mal pour celui qui la donne, effectivement. Quand on a un acte violent, du coup, même si c'est malgré nous, c'est vrai que, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose à prendre en compte. Et alors, je suis pas d'accord tout à fait avec la phrase parce que finalement, celui qui la donne souffre aussi en général parce qu'il ne supporte pas de faire du mal à son enfant. Se sent culpabilisé à un moment donné, s'en veut de quelque chose ou ne comprend pas sa réaction ou bien se cache derrière ce qu'il a appris et se dit que c'est pas grave. Sauf qu'en vrai, ça fait quelque chose. Quand on touche à un enfant, ça nous fait forcément quelque chose. Je ne sais pas ce que vous en pensez et j'aimerais bien avoir vos réactions à ce sujet. Est-ce que, il vous semble qu'on est quand même touché même si, on produit un acte, qui nous semble autorisé et qu'on a l'habitude de faire parce qu'on l'a vécu? Nous, quoi, en fait. Je suis d'accord avec vous. La personne qui reçoit, oui, a mal, mais je pense que la personne qui le donne aussi a mal aussi parce qu'effectivement, on fait du mal à. Je suis désolée pour le bruit de fond avec mon fils. Moussa. Chut. Pas grave, il est Je bien vu. pense que oui. Je pense que je pense que oui. Je pense que la personne qui le donne et la personne qui le reçoit, c'est un mal des deux côtés. C'est qu'en fait, l'enfant, il fait pas exprès. Nous, c'est vrai que dans la vie de tous les jours, avec, oui, nos problèmes, le train-train quotidien, on se dit, c'est bon, 2 fois, 3 fois, 4 fois, il a compris que il faut pas sauter dans la flaque d'eau. Mais elle est revenue sur quelque chose d'intéressant et d'important que parents, enfin moi perso, j'étais pas au courant que le cerveau, c'est à partir de tel âge qu'à partir de là, oui, il peut faire exprès entre guillemets. Avant ça, non. Avant ça, non. Faut pas qu'on croie qu'il nous cherche ou qu'il essaie de braver nos limites ou voilà. Ouais. Ça, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui sont pas au courant de ça et que ce serait bien de remonter beaucoup cette information-là parce que nous, on se dit ça y est, il met plus de couches, il mange tout seul, il marche, il fait sa vie tranquille, il s'habille tout seul, il fait plein de choses tout seul. Donc c'est bon. Dès que je dis quelque chose, hop, ça y est, le cerveau, hop, il est au taquet. Alors que non. Ça, je pense qu'il faut peut-être, comment dire, le faire revenir souvent en fait. Ça, c'est important. Du coup, ça m'a interpellée. J'ai pas eu le temps de noter l'âge exactement, mais effectivement, quand elle a dit ça, je me suis dit, ah oui, d'accord. On va en parler. On va en parler dans la suite de la conférence. Effectivement, on va revenir dessus. C'est très bien de l'avoir noté. D'accord, merci. C'est juste après. Super. J'ai vu Estelle aussi qui réagissait, je crois. Oui, non, simplement, moi, c'est vrai que ce qui m'a vraiment ouvert les yeux il y a quelques années, avant de vraiment me lancer dans ces recherches sur les VO, c'était le livre Catherine Gagen, justement, qui parle beaucoup de ça, justement, enfin, d'un point de vue scientifique. Et donc, c'est très intéressant. Enfin, il faut pas être scientifique pour comprendre. Hein, je veux dire, elle a bien vulgarisé ce livre. Enfin, c'est accessible, quoi. Et ça m'a ouvert les yeux et d'un coup, je me suis aperçue que tous les actes qu'on faisait au quotidien avaient vraiment une incidence sur le développement de notre enfant et le développement du cerveau. Et ça m'a ouvert les yeux. Je l'ai lu une fois et malheureusement, on nous dit il y a tellement d'informations que finalement, le quotidien reprend ses droits et finalement, on reprend ses réflexes quoi, de parents dans notre société actuelle où tout va trop vite. Mais c'est vrai que je l'ai relu justement cette année parce que j'avais un peu plus de temps. Et vraiment, j'ai pris le temps de le lire et de vraiment souligner ce qui était intéressant et me dire à chaque fois, quand je fais quelque chose, des fois j'y pense. Voilà. Quand je dis quelque chose à mon enfant, c'est du coup de la colère et on dit des choses des fois qui dépassent. Je sais que ça a une incidence, même si moi je me suis libérée, je sais que derrière ça a une incidence pour mon enfant. Donc voilà.
Et c'est vrai que là j'ai, enfin, toutes les violences physiques, de toute façon, on a complètement éliminé, mais c'est vrai que les violences verbales, c'est tellement facile aujourd'hui, et on est dans une société assez violente quand même, hein. Donc c'est difficile ça. Par contre, pour les violences verbales, j'avoue que c'est compliqué à mettre en place. Oui, Voilà. c'est un parcours quand même, hein. Ouais, C'est pas du tout automatique. On a vraiment, dans les accompagnements, vous le verrez, dans les ateliers aussi qu'on peut proposer, si vous souhaitez y accéder, vous verrez qu'il y a pas mal de verrous à déverrouiller, en fait, pour que ça devienne après naturel. Mais il y a cette étape-là, d'abord, de déverrouillage à faire. Et c'est pas forcément évident au départ, en tout cas quand on est seul. mais j'ai envie de dire que justement, les connaissances que vous trouvez dans ce livre, c'est le premier pas, en fait, vers la non-violence éducative. C'est par là qu'on commence à prendre conscience de ce qui se passe dans le cerveau de l'enfant. Ça permet de prendre déjà un petit peu plus de recul sur ce qu'on fait avec nos enfants. Et puis après, bah, évidemment, il y a des techniques, entre guillemets, à mettre en place et du travail sur soi pour avancer. C'est ça. Ok. Ben, merci pour ces partages. Continuons notre aventure. Alors, je vous propose plusieurs définitions encore de la violence éducative ordinaire. Là, je vous en propose une visuelle et je vais vous en lire d'autres parce qu'en fait, même si la loi écrit des choses, il n'empêche que pour vraiment les comprendre, c'est bien d'avoir plusieurs façons de les aborder et de les réfléchir. Donc, d'avoir plusieurs définitions à donner. Celle qui est ici parle de 3 mots, du coup, de violence. Donc, l'idée d'utiliser une force physique et ou mentale dans le but de neutraliser l'autre. Éducative aussi, c'est-à-dire faire passer cette action pour quelque chose de positif dans l'éducation de l'enfant et donc avec une connotation de bien. Et c'est là où ça bloque, parce que du coup, on souhaite faire bien auprès de son enfant en lui demandant effectivement d'arrêter, par exemple, de sauter dans la flaque d'eau, c'était un très bon exemple. Et en fait, finalement, la notion de bien, de mal, peut-être qu'il y a des choses à revoir, à réviser et à prendre différemment pour que finalement, cette question fasse que l'éducation soit donnée différemment, en fait. Elle soit vue différemment, elle soit comprise différemment et que la relation soit améliorée. Je sais pas si je suis très claire quand j'explique, mais et ordinaire, c'est l'idée que c'est une action qui est commune, tellement commune qu'elle est acceptée et utilisée par quasiment tout le monde dans une société donnée, notamment, à tel point que personne ne la voit comme quelque chose à remettre en question. Ce qui est intéressant, c'est aussi l'idée de se dire, à l'époque, on utilisait les fouets et les martinets. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que cette chose est acceptable? A priori, non. Et pourtant, à l'époque, c'était normal, parce qu'à l'époque, c'était accepté. Donc on est vraiment sur, je regarde la conversation, non, OK. Bonne réponse. Oui, c'est juste les sociétés à évoluer. Donc je pense, ça n'engage aujourd'hui que moi en disant ça, qu'aujourd'hui on parle de violence éducative ordinaire, demain on parle, enfin comme la maltraitance, on parlera de choses qui sont connues pour être, enfin, ce sera peut-être du passé un jour en fait. Ça, c'est ce que j'espère. Donc, dans les VO, on classe du coup les coups, les menaces, les punitions, les chantages, les jugements, la dévalorisation, les isolements aussi. Par exemple, mine de rien, je t'offre un jeu vidéo qui, lui, te dira ce qui est bien ou mal. Les enfermements même à plusieurs. L'école, les ACM par exemple, c'est une sorte d'enfermement. Les promesses qui ne sont jamais tenues, les manipulations subtiles et presque indétectables. Du coup, on considère que dès l'instant qu'un adulte ne considère pas l'enfant sur le même niveau que lui, avec donc les mêmes droits, c'est une forme de domination et de violence éducative ordinaire. D'autres définitions, la VEO, c'est la violence physique, psychologique ou verbale, utilisée envers les enfants au prétexte de leur éducation, correction, punition, communément admise et tolérée, donc ordinaire. Plus simplement, les claques, les fessées, les tapes, mais aussi les menaces, l'humiliation, le chantage affectif. On est tous d'accord, à chaque fois, les mêmes mots reviennent, hein. La VO pourrait se définir par des actes, des paroles, des attitudes, des manques visant la recherche implicite et pas nécessairement conscientisée de l'obéissance, du conformisme et du maintien de l'ordre social
dans un but éducatif, donc dans un but d'aller dans le même sens tous ensemble. Et du coup, la définition de la VO évolue dans le temps et dans les milieux. Par exemple, la fessée est proscrite dans les institutions, mais encore tolérée dans le milieu familial, malgré la loi du 2 juillet 2019. Et donc, exemple, l'utilisation du martinet, aujourd'hui choquante, banale à l'époque, où toutes les familles en possédaient un. Ou alors, la mise au coin, qui était banale, qui est au coin banale aujourd'hui, pardon, peut être choquante dans quelques décennies, peut-être, du coup. Est-ce que ce sera une pratique qu'on trouvera complètement aberrante? Voilà. Donc voilà pour certaines définitions. Donc voilà, on a redécouvert Catherine Guéguen, et puis on a découvert un petit peu voilà, les conséquences du stress lié aux violences éducatives ordinaires. On en a parlé déjà. Je vous remets vite fait la slide qui comporte certaines informations. On a parlé des comportements antisociaux, dépressifs, violents, le fait d'agresser à la fois à leur tour leurs parents une fois qu'ils sont adultes. En fait, il y a plusieurs effets de la violence éducative ordinaire. Ça dépend comment elle a été vécue. Et tout n'est pas non plus dans le même enfant, dans la même répercussion. Ça se manifeste de manière différente chez chacun. Et ça dépend aussi du degré. Alors, effectivement, dans la vidéo que nous avons visionnée juste là, on parlait du cerveau. On souhaitait vous faire un petit point sur le cerveau pour vous expliquer un peu mieux. Elle expliquait que les émotions se manifestaient à partir d'un endroit qui se trouve à l'arrière du cerveau, qui n'est pas forcément indiqué dans ce document. Désolée, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Donc, on a voilà, cette zone à l'arrière du cerveau, au niveau du tronc un peu gris, un peu au-dessus, qui s'active, et l'hippocampe et l'amygdale qui se mettent, donc ces deux phases jaunes, qui s'activent aussi et qui sécrètent des hormones qui vont travailler autour de l'expression des émotions. Et normalement, l'enfant ne peut pas réguler ses émotions tout seul au départ parce que la zone rouge et verte que vous voyez à l'avant du cerveau n'est pas encore mature, n'est pas encore formée et n'est pas non plus connectée pour pouvoir faire son travail de désengagement, on va dire, des émotions. Et donc, du coup, de traitement des émotions pour que ce soit apaisé facilement. Le seul moyen pour l'enfant d'apaiser ses émotions, c'est qu'on y réponde, qu'on réponde à son besoin et que donc, on soit sur un mouvement où on va aller prendre l'enfant dans ses bras, le rassurer, même s'il a fait une bêtise, parce qu'en réalité, son émotion, elle, n'est pas contrôlée et n'est pas contrôlable par cet enfant. Mais tout ça, pour mieux le comprendre, je vous invite à suivre l'une de nos formations, nos conférences ou de nos consultations. Donc là, voilà, à nouveau, les ouvrages clés. Si vous devez en retenir, retenez Olivier Morel et Alice Miller en priorité, parce qu'ils sont très, très forts dans ce domaine-là. C'est les premiers même à avoir écrit à ces sujets-là. Et donc, voilà, c'est assez intéressant, avec Catherine Guéguen, bien sûr, mais là, ce sera la partie sur le cerveau. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires à nous faire avant qu'on se dise au revoir? Je vous invite à nous suivre, à laisser des commentaires aussi par rapport à cette conférence, de façon à ce que ça puisse inspirer d'autres parents pour s'informer sur le sujet. Ça nous tient à cœur de faire passer ce message, donc n'hésitez pas à le faire passer au travers des commentaires que vous pourriez laisser sur les pages Facebook, sur Instagram, sur YouTube, sur nos sites internet aussi. Voilà. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a informé. Voilà. Je vous remercie. J'ai une petite question. Oui. D'abord, bravo, c'était vraiment super, très intéressant et très bien construit. J'ai beaucoup aimé. J'avais juste une petite question en fait par rapport aux alternatives qu'on pourrait préconiser aux parents pour ne pas aller en fait. Alors, je veux pas aller jusqu'aux grandes violences physiques et des choses, mais en fait, des fois, on se rend pas compte sur des petits mots, des petits
des petites choses ou que nous-mêmes, on perd notre sang-froid dans certaines situations et qu'on peut crier. Qu'est-ce que vous conseillez en général aux parents? C'est une maîtrise eux-mêmes de leurs émotions, pour pas que ça se répercute sur les enfants, ou je ne sais pas, est-ce que vous avez des petits trucs et astuces qui pourraient aider? Merci. Est-ce que Marie-Pierre, tu veux intervenir? J'ai envie de dire que c'est tout l'objet de consultation ou de stage et formation, parce que malheureusement, des trucs et astuces en 2 clics de souris, ce serait trop facile. On aimerait bien, mais ça ne suffit pas. Mais par contre, oui, c'est un chemin en fait qui vaut le coup d'être débuté, et c'est un travail sur soi finalement. D'abord, prendre conscience, c'est important. Puis après, petit à petit, mettre en place des choses dans le quotidien. Mais effectivement, c'est effectivement une astuce, mais qui en fait ne se fait pas comme ça. C'est effectivement que les parents puissent prendre conscience de leurs émotions et puissent du coup faire cette démarche vers eux-mêmes. C'est vraiment effectivement l'objet des consultations qu'on peut proposer. Parce que les formations, c'est bien, ça vous informe, ça donne des informations, ça vous apprend des choses, mais ça ne vous permet pas d'aller au bout du processus, puisque du coup, vous apprenez des choses, mais vous n'êtes pas là à les expérimenter, à les faire évoluer en vous. Voilà. Et c'est pour ça que le métier de consultant parentalité a été créé, en fait. Parce que sans ça, c'est assez difficile de le faire tout seul. On se retrouve assez facilement coincé, parce qu'on a beaucoup d'informations, beaucoup d'ouvrages, mais les ouvrages, ça ne suffit pas. À un moment donné, on a des informations dans nos livres, on a envie de faire ça, puis ça ne tient pas. Pourquoi ça ne tient pas? C'est vraiment ça la question, c'est pourquoi ça ne tient pas? Et bien justement, c'est ça qu'on permet dans les consultations, parce qu'on va travailler sur quelque chose qui s'appelle la mémoire traumatique et qui s'appelle aussi l'enfance de la personne. Et c'est ça ce long chemin, en fait. Ouais. Moi, je peux donner un peu mon expérience. Oui, c'est tout à fait, je rejoins sur ça, parce qu'avant, j'avais acheté pas mal de bouquins et tout, machin, et je m'en voulais parce que je criais. J'ai acheté des bouquins. On t'a perdu, Fida. Et les formations, j'ai été coupée. En voyant une thérapeute, en fait, une psychologue thérapeute, et en travaillant sur tout ça, que enfin, j'ai pu mettre en place. Et c'est vrai que c'est pas tout de suite aussi. Ça prend du temps. Ça prend du temps, mais je vous jure, ça vaut le coup, quoi. Ça vaut vraiment le coup, parce qu'une fois que c'est rentré dans le quotidien, et il y a toujours encore des petits trucs, hein, mais franchement, une fois que c'est rentré dedans, et on a besoin pas seulement des bouquins, mais il faut l'être humain derrière. C'est comme dans les cours, quoi. C'est dur d'être autodidacte réellement. Il faut vraiment un professeur qui appuie le bouquin, en fait, qui connaisse le sujet et qui nous l'apprenne. On n'arrivera pas tout seul avec des bouquins, quoi. Il faut vraiment quelque chose derrière, et voilà. Et après, c'est même plus facile à mettre en place. Parce que c'est pas pareil, hein, quand on l'entend et quand on le lit, c'est rien à voir, en fait. Quand on a quelqu'un de professionnel en face, franchement, et après, ça coule tout seul, quoi. Voilà. Et ça permet aussi d'être encouragé, d'être soutenu dans la démarche et de pas se décourager, justement. Mais c'est ça, c'est surtout aussi quand on lit un bouquin. Ok, on lit les conseils, par exemple, face à son enfant, comment réagir, nanani, nanana. Mais à aucun moment on se regarde vraiment. Il y en a quelques bouquins. Bon, je sais pas, moi, j'ai un exemple, Filiosa, par exemple. Vous savez, Filiosa, où il y a des cahiers d'exercice où on s'auto-note, en fait, on note nos trucs et tout. Mais c'est pas pareil que d'avoir une professionnelle en face qui nous pointe du doigt, en fait, et on est obligé de se regarder et se soigner, parce qu'il y a des choses qu'on répète, qu'on a vécu dans le passé, qu'on répète et tout ça. Tant qu'on n'a pas fait un travail vraiment sur nous-mêmes, c'est ça aussi ce qui est important, parce que il faut que quelqu'un nous le dise, quoi. Il faut que quelqu'un nous le dise et nous aide justement à sortir tout ça, parce qu'on n'arrive pas tout seul, en fait. Même si on le sait dans le fond de nous-mêmes, mais on n'arrive pas à sortir le truc. On en a conscience, mais il y a quelque chose qui bloque. Donc, heureusement qu'il y a les thérapeutes et les professionnels à côté qui peuvent nous aider justement à sortir de là. Ouais, alors c'est vrai que c'est un gros travail d'introspection finalement, mais on a quand même heureusement des
des choses qu'on peut utiliser aujourd'hui assez rapidement pour faire au mieux en attendant qu'on puisse déjà guérir un petit peu à l'intérieur de soi et qui permettra d'être vraiment au top après. Même si c'est pas une vraie guérison où on va chercher profondément, mais il y a des choses je sais pas comment dire, qu'un professionnel ou voilà, un thérapeute on va vous dire des choses et tout s'éclaircit d'un coup en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. On n'aurait pas pensé à aller se diriger vers tel ou tel truc. Mais des fois on se dit mais pourquoi elle me parle de ça en fait? Et au final, quand on arrive au truc, ça nous éclaire sur énormément de choses en fait. On se dit mais oui, c'est logique. Et une fois qu'on est allé jusque-là, eh bien, ça nous ouvre d'autres portes et on se dit ah ouais, c'est trop bien en fait. Ah mais j'ai capté pourquoi c'est comme ça en fait. Et puis bon, une fois qu'on a changé le truc bien au fond, eh bien, c'est beaucoup plus facile en fait. Ouais, le comportement peut vraiment disparaître cette fois-ci et pas être conditionné par un autre comportement qu'on veut mettre en place à la place mais qui ne tient pas. Voilà. Ouais, c'est vrai. Hein. Merci du coup, pour le partage. c'est vraiment des nouveaux métiers parce que moi, j'ai fait tout ce chemin accompagné par des psychologues, que ce soit pour moi et mon petit sur les émotions et autres. Et j'avais jamais entendu parler de coach en parentalité parce que quand je vous entends, vous êtes à la croisée aussi de la psychologie. Et du coup, vous travaillez en profondeur en fait sur les injonctions parentales, la reproduction des schémas et du coup, travailler aussi sur l'état des parents pour pas que ça se reproduise sur l'enfant et qu'il garde son self-control, c'est ce que je comprends. C'est exactement ça. On est entre le livre et le thérapeute qui va travailler sur la thérapie proprement parlée. On est sur la relation éducative entre le thérapeute et le livre. Voilà. Ah, mais c'est génial. Ah, ben top. Mais heureuse de vous rencontrer. Heureuse de te rencontrer aussi. Okay. N'hésitez pas à nous suivre. Hein. On est sur, abonnez-vous, faites parler de nous, de ça, parce que c'est grâce à vous aussi que les informations peuvent passer, en fait. Parce que nous, on peut faire plus que des petites conférences comme ça, pour le moment. Donc voilà. Mais franchement, merci beaucoup pour votre présence. Et, merci pour toi. Voilà. Merci. Une très, très belle soirée. Merci à vous aussi.